Cet objet pèse plusieurs tonnes. Il fonctionne sans interruption, pendant des décennies. Et vous n'y avez jamais consacré une seule seconde de réflexion. Pourtant, à cet instant même, il pompe l'eau dans votre ville, ou du pétrole quelque part sous terre, ou de la boue sur un chantier. La pompe industrielle, c'est le cœur de l'infrastructure, qui bat là où l'homme est rentré chez lui depuis longtemps. Mais comment la fabrique-t-on au juste? Par où commence ce monstre? La réponse se trouve là où on ne l'imaginerait pas, dans un entrepôt crasseux, avec des montagnes de ferraille rouillées. Et le chemin de cette ferraille jusqu'à la pompe achevée, c'est toute une épopée de feu, de milliers de degrés et de précision au centième de millimètre près. Ne partez pas, il y a un moment que vous n'allez vraiment pas voir venir. Tout commence non pas dans un atelier rutilant, mais dans un entrepôt immense et légèrement rouillé où s'amoncellent des montagnes de métal. Le matériau principal de nos futurs cœurs, la fonte. Pas n'importe laquelle, une fonte spéciale à haute résistance. Elle arrive ici sous forme de lingots massifs et lourds qui attendent leur renaissance dans le feu. À côté reposent des ferrailles, vieilles pièces, restes de coulées antérieures. Tout cela constitue la matière première. Une grue géante équipée d'un énorme électroaimant semblable à une soucoupe volante s'abat dans un fracas sur ce tas, saisit plusieurs tonnes de métal et les emporte vers la gueule de notre premier monstre, le four à induction. Préparez-vous maintenant à la fournaise. Le four à induction est essentiellement un creuset géant entouré de puissantes bobines de cuivre. Lorsque la grue y déverse des tonnes de métal froid et que l'opérateur enclenche le courant, il se produit quelque chose d'incroyable. Un champ électromagnétique intense traverse le métal et commence à le chauffer de l'intérieur. Sans flamme, sans fumée. Le métal se met à vibrer, à rougir, et en 1 heure ou 2, toute cette masse se transforme en un lac bouillonnant et aveuglant de fonte liquide à plus de 1400 degrés Celsius. Dans ce bain de fusion, tel un chef cuisinier, on ajoute des épices, des éléments d'alliage, pour lui conférer la résistance et la résistance à la corrosion requise. Pendant que le métal fond, dans une autre partie de l'atelier appelée salle de moulage, un véritable art prend forme. C'est ici que l'on crée le négatif de notre future pompe. La base, un sable spécial, extrêmement fin, mélangé à des résines. On commence par fabriquer en bois ou en plastique un modèle exact de la pièce de pompe, par exemple son corps massif en forme d'escargot. Ce modèle est ensuite recouvert de sable dans de grandes caisses métalliques appelées châssis de moulage. Le sable est soigneusement tassé jusqu'à durcir comme de la pierre, épousant fidèlement chaque courbe du modèle. Le moule est alors démonté, le modèle retiré, et il nous reste une cavité à l'intérieur du bloc de sable. L'empreinte parfaite de notre pièce. C'est un travail d'une minutie incroyable, car la qualité de ce moule détermine la précision de la future coulée. Et voilà l'instant culminant. Une gigantesque poche, remplie de milliers de kilos de feu liquide aveuglant, s'approche lentement de notre moule de sable. Les fondeurs, vêtus de combinaisons réfractaires argentées qui évoquent des scaphandres, inclinent prudemment la poche et un puissant torrent de métal en fusion s'écoule par un orifice spécial du moule appelé système de coulée. Le spectacle est envoûtant. Un fleuve de soleil emplit les ténèbres du moule, grésille, projette des gerbes d'étincelles. Il faut couler vite et uniformément pour éviter que des bulles d'air ne se forment à l'intérieur. Une fois le moule rempli, on le laisse refroidir. Et ce ne sont pas des heures, mais des jours. Cette masse énorme de métal enfouie dans le sable
doit refroidir très lentement afin d'éviter les tensions internes. Quelques jours plus tard, lorsque tout a refroidi, vient le moment de la naissance. Dans un fracas de tonnerre et des nuages de poussière, on brise le moule de sable et notre pièce voit le jour. Noire, rugueuse, recouverte d'une couche de sable durci et de calamine. Elle n'est pas encore belle, hérissée de restes de métal provenant des canaux de coulée. Ce n'est qu'une ébauche pesant plusieurs tonnes. On l'envoie d'abord dans une chambre de grenaillage, où elle est bombardée de tous côtés par des millions de minuscules billes d'acier qui décapent toute la crasse et lui confèrent une surface propre et mate. Puis les ouvriers, armés de torches à plasma et de meuleuses, découpent tout le superflu. Notre pièce moulée, désormais propre mais encore imprécise, pénètre alors dans le royaume de la précision, l'atelier d'usinage. Ici règnent de gigantesques machines à commande numérique. Une grue immense dépose notre corps de pompe sur la table d'une fraiseuse grande comme une pièce. Et la machine s'éveille. Une énorme fraise tournant à vitesse folle entame sa danse. Dans un sifflement et un grincement, elle enlève couche après couche, millimètre après millimètre, transformant la surface grossière en une perfection lisse. Elle taille les logements de roulement, les brides pour les tuyaux, les trous de fixation, tout avec une précision au centième de millimètre près. C'est comme le travail d'un sculpteur, sauf qu'au lieu d'un ciseau, c'est une fraise, et au lieu du marbre, plusieurs tonnes de fonte. Pendant que le corps s'usine sur d'autres machines, on tourne dans de l'acier inoxydable ou du bronze la pièce maîtresse de la pompe, la roue à aube ou impulseur. C'est une pièce complexe aux pales incurvées, dont la forme est calculée avec une précision aérodynamique. C'est elle qui mettra le liquide en rotation et créera la pression. Lorsque toutes les pièces sont fabriquées et ont passé un contrôle qualité rigoureux, commence l'étape finale, l'assemblage. Ce n'est plus un atelier bruyant, mais une zone propre et lumineuse, qui ressemble à une salle d'opération. Des monteurs chevronnés, tels des chirurgiens, commencent à assembler notre géant. Dans le corps massif, ils installent l'arbre, y montent des roulements de la taille d'une assiette, fixent la roue de travail, posent les joints d'étanchéité qui empêcheront le liquide de s'infiltrer. Chaque boulon est serré avec une clé dynamométrique spéciale, selon un couple de serrage précisément défini. Après l'assemblage, chaque pompe est envoyée sur un banc d'essai. C'est son examen de sortie. On la raccorde aux canalisations, on la remplit d'eau et on la met en marche. Des dizaines de capteurs enregistrent pendant plusieurs heures tous les paramètres. Pression, débit, vibration, température des roulements. Ce n'est que si tous les indicateurs correspondent parfaitement au calcul que la pompe obtient son certificat de qualité. Et le certificat de qualité de cette chaîne, ce sont vos abonnements. Alors appuyez sur le bouton s'abonner et restons en contact. Et la touche finale, la peinture. Une fois prêt et testé, le moteur pompe reçoit plusieurs couches d'une robuste peinture époxy, généralement d'un bleu vif ou d'un rouge éclatant. Ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une carapace épaisse et fiable qui le protégera de la corrosion pendant des décennies. Et voilà qu'après ce long et complexe parcours, depuis le métal en fusion dans le four jusqu'à cette dernière couche de peinture, naît ce cœur d'acier. Il est prêt à rejoindre son poste de travail pour pomper, en silence et à l'abri des regards, pendant des années sans interruption, l'eau, le pétrole ou les boues. Discret, mais absolument irremplaçable dans notre monde moderne. Cette benne soulève d'un coup plusieurs tonnes de roches, le poids de plusieurs voitures.
Elle mord dans le granit dur avec une aisance déconcertante, comme s'il s'agissait de sable, et fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sous une chaleur d'enfer comme dans un froid glacial. Ce n'est pas un simple morceau de ferraille, c'est le poing blindé d'une pelle de mine géante, un sommet de l'ingénierie conçu dans un seul but, détruire et charger. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'enfer industriel, dans l'usine où ces monstres indestructibles naissent de plaques d'acier plates et sans âme. L'histoire de la façon dont le feu, la pression et une précision inouïe transforment le métal en un outil capable de déplacer des montagnes. Tout commence dans un immense entrepôt à ciel ouvert, où reposent de véritables plaques d'acier. Oubliez la simple tôle fine. Ce qui se trouve ici, c'est du blindage. Des plaques d'acier spéciales résistant à l'usure, comme le Hardox ou ses équivalents, épaissent de 10, parfois 15 cm. Une seule de ces plaques peut peser plus de 10 tonnes. Ce n'est pas du simple fer. C'est un alliage complexe contenant du manganèse qui lui confère une dureté extraordinaire et du chrome qui le protège de la corrosion. Cet acier possède une propriété unique. Plus on le frappe, plus sa surface durcit. Un pont roulant géant muni de puissants aimants saisit l'une de ces plaques et la dépose dans un fracas assourdissant sur une table de découpe. Point de départ de notre chaîne de fabrication. Et voilà que commence le premier spectacle de feu, la découpe. Une immense potence surplombe la tôle, le long de laquelle se déplace en sifflant un chalumeau à plasma. À l'intérieur, une buse d'où jaillit sous une pression colossale un jet de gaz ionisé, chauffé à plus de 20 000 degrés Celsius. C'est comme un éclair apprivoisé. Le jet aveuglant pénètre sans effort dans l'épaisseur de l'acier de 50 cm et entame sa danse. Guidé par ordinateur, il découpe avec une précision millimétrique dans la tôle plane tous les éléments du futur godet. Les parois latérales, appelées joues, la paroi arrière incurvée, le fond et le massif tranchant avant. L'espace se remplit d'un grondement, d'une odeur d'ozone et d'une lumière aveuglante, tandis que sous le chalumeau jaillit une gerbe de métal en fusion qui évoque un feu d'artifice. Nous avons maintenant un ensemble de pièces d'armure plates et tranchantes comme des rasoirs. Mais le godet possède une forme complexe et incurvée. L'heure est venue de démontrer une puissance pure et silencieuse. Les ébauches plates sont envoyées sous la presse hydraulique. Ce n'est pas un marteau qui frappe. C'est une machine gigantesque qui librement, mais avec une force inexorable de milliers de tonnes, fait descendre son poinçon. Le pont roulant présente la paroi arrière plane et la presse, en l'appliquant contre une matrice arrondie, la plie complètement, centimètre par centimètre, lui conférant sa forme semi-circulaire caractéristique. Le métal ne se brise pas, il gémit, craque, mais se soumet à cette force colossale, changeant de forme pour toujours. Lorsque toutes les pièces ont reçu les courbures nécessaires, commence l'étape la plus délicate, semblable au travail d'un chirurgien, la soudure. Il ne s'agit pas simplement d'assembler des morceaux, c'est créer un organisme monolithique, indestructible. Les éléments sont réunis dans un gabarit spécial, tel un gigantesque puzzle tridimensionnel qui les maintient dans une position parfaitement exacte. Et les soudeurs entrent en scène. Ce sont les véritables élites de l'usine. Vêtus de combinaisons ignifugées et de masques, ils commencent à joindre ces épaisses plaques. Cela ne se fait pas en une seule passe.
Pour souder 2 morceaux d'acier de 50 cm, il faut effectuer des dizaines de passes, déposant le métal couche après couche. C'est ce qu'on appelle le soudage multipasse. Chaque cordon est soigneusement nettoyé du laitier avant d'appliquer le suivant. L'arc brûle avec une luminosité incroyable et le métal en fusion coule comme de la lave, unissant à jamais les parties séparées. Chaque soudure importante, une fois terminée, est contrôlée par ultrasons afin de s'assurer de l'absence de fissures ou de cavités cachées. Mais l'élément le plus emblématique du godet, c'est son sourire, ses dents. Elles ne sont pas fabriquées dans le même acier que la caisse. Les dents sont des pièces moulées distinctes, réalisées dans un alliage encore plus résistant, à base de manganèse. Leur forme complexe leur permet de mordre facilement dans la roche, tout en s'auto-affûtant durant le travail. Elles ne sont pas simplement soudées, elles se fixent au bord d'attaque massif coulé d'une seule pièce, grâce à un système spécial de verrous et de goupilles. Cela permet, lorsqu'une dent se brise ou s'use après des centaines d'heures de travail en carrière, que l'opérateur de la pelleteuse puisse chasser quelques goupilles et la remplacer directement sur place en quelques minutes. Lorsque le corps principal est assemblé, on commence à le renforcer avec un blindage supplémentaire. C'est ce processus qui transforme une simple benne robuste en véritable char d'assaut. Sur les parois latérales, les joues, on soude des plaques de protection additionnelles. Le fond, qui est la partie la plus exposée, est renforcé par des bandes spéciales résistantes à l'usure, appelées patins. Toutes les zones critiques sont recouvertes de couches de blindage supplémentaires. Cela rend la benne encore plus lourde, mais aussi infiniment plus durable. Une fois toutes ces soudures effectuées, notre benne forme un ensemble monolithique. Mais à l'intérieur, comme dans un ouvrier épuisé, se sont accumulées d'énormes tensions internes. Si on la laissait en l'état, elle pourrait se fissurer sous un choc violent. Elle attend donc une ultime cure thermale, le revenu. Une grue gigantesque soulève délicatement toute la benne de plusieurs tonnes et la place dans un four immense. Les portes se referment et la température s'élève lentement jusqu'à environ 600 degrés Celsius. La benne se repose dans cette chaleur pendant plusieurs heures. Ce processus permet au réseau cristallin du métal de se détendre et d'évacuer toutes les tensions, rendant l'ensemble de la structure plus solide et plus résistante au choc. Après le four et le refroidissement libre, vient le temps du travail de précision. Sur la partie supérieure du godet se trouvent des oreilles spéciales, d'imposants anneaux de levage par lesquels il sera fixé à la flèche de la pelle. Les trous doivent être parfaitement coaxiaux et avoir un diamètre exact. Le godet est donc installé sur une alaiseuse géante. Une énorme fraise, pilotée par ordinateur, alaise ses ouvertures au centième de millimètre près, jusqu'à la dimension idéale. Et la touche finale. Prêt mais encore recouvert de calamine et de traces de soudure, le godet est envoyé dans une chambre de grenaillage. Là, il est bombardé de toutes parts par des millions de minuscules billes d'acier qui chassent toute la rouille et la saleté, créant une surface parfaitement propre et rugueuse. Puis on le peint dans une couleur vive de la marque, jaune, rouge ou orange. Cette peinture n'est pas là pour faire joli. C'est une couche épaisse et résistante qui protège le métal de la corrosion. Et voilà qu'au bout de ce long chemin bruyant et brûlant, naît ce monstre d'acier. Il est lourd, brutal et semble indestructible. Il est prêt à partir dans la carrière pour commencer son dur labeur, en silence, jour après jour, déplacer des montagnes. Et vous pouvez faire bouger ma chaîne avec votre abonnement et un beau commentaire.
Aujourd'hui, je vous ai entraîné dans un endroit où tout autour est blanc, comme si nous avions atterri sur le plateau de tournage d'un film se déroulant sur une lointaine planète enneigée. Mais à la place de la neige, ce sont des roches. Nous parlons aujourd'hui du calcaire. On pourrait croire qu'il n'y a rien de fascinant dans ce morceau de roche blanche que nous avons tous vu à l'école près du tableau. Mais ne tirez pas de conclusions hâtives. Nous nous trouvons actuellement au fond d'une carrière gigantesque, où l'ampleur de l'exploitation fait battre le cœur un peu plus vite et trembler la caméra d'émerveillement. Le calcaire est le fondement de notre civilisation, au sens propre du terme. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment des montagnes entières se transforment en routes, en bâtiments, et même en quelque chose que vous avez mangé ce matin au petit déjeuner, sans même vous en douter. Si l'on rassemblait tout le calcaire que l'humanité extrait en une année, on obtiendrait une montagne de plus de 5000 mètres de haut, presque l'Elbrus, mais entièrement composée de coquilles de mollusques antiques. La production mondiale totale dépasse 5 milliards de tonnes par an. C'est tellement colossal que si nous chargions cette pierre dans des wagons de marchandises standards, le train ainsi formé ferait plus de 30 fois le tour de l'équateur terrestre. Regardez autour de vous. Ces terrasses blanches qui descendent en profondeur évoquent d'antiques amphithéâtres, sauf qu'au lieu de gladiateurs, ce sont d'immenses excavateurs qui y œuvrent. Chaque gradin de ces terrasses mesure près de 15 mètres de hauteur. C'est comme un immeuble de 5 étages, taillé dans la roche massive. Pour détacher un fragment de cette paroi, une simple pioche ne suffirait pas. On a recours ici au forage et au dynamitage. Des machines spécialisées percent des trous profonds où l'on introduit un mélange explosif qui fait littéralement voler la roche en milliers de fragments, petits et moins petits. Quand une telle explosion se produit, le sol tremble sous nos pieds, comme si un troupeau de mammouths venait de passer. Mais ce que nous voyons n'est déjà que le résultat. Des montagnes de roches qu'il faut maintenant évacuer. C'est alors qu'entrent en scène les véritables maîtres de ces chemins, les tombereaux de carrière. Une seule de leurs roues pèse plus lourd que 3 de mes voitures réunies. Ces géants transportent 40, voire 60 tonnes de roches d'un seul coup. Quand un tel monstre passe à proximité, un nuage de poussière blanche s'élève et recouvre tout alentour. C'est précisément ce calcaire, cette roche qui, il y a des millions d'années, était le fond d'un océan chaud. Songez un instant, nous marchons aujourd'hui sur les restes de coquillages, de coraux et de squelettes de créatures marines qui vivaient ici bien avant l'apparition des premiers hommes. C'est un véritable portail temporel que nous réduisons en gravier. Une fois chargées, les pierres partent vers le concasseur primaire. C'est une immense gueule d'acier qui broie des blocs de la taille d'un réfrigérateur en morceaux que l'on peut tenir dans la main. Le bruit y est si assourdissant que même avec un casque anti-bruit, vous le ressentez dans tout votre corps. Du concasseur, le calcaire tombe sur un tapis roulant. C'est comme un fleuve infini qui charrie l'or blanc de la carrière vers les installations de tri. La longueur de ce convoyeur dépasse 3000 mètres dans cette usine. Il serpente à travers collines et ravins, acheminant la matière première jusqu'aux ateliers de traitement. L'étape suivante, le tri par calibre. La pierre passe au crible de tamis géants qui vibrent à une cadence vertigineuse. À la sortie, on obtient différentes granulométries, depuis les gros moellons destinés à consolider les berges ou construire des digues, jusqu'au sable fin. Mais le plus fascinant commence là où l'on prévoit de transformer le calcaire en autre chose. En chaux, par exemple. Pour cela, la pierre est envoyée dans des fours. Ce sont d'immenses tours où règne une température supérieure à 1100 degrés Celsius. À l'intérieur, se produit une réaction chimique. Le calcaire se décompose, libérant du dioxyde de carbone et nous laissant de la chaux vive. C'est une substance très agressive
qui, au contact de l'eau, se met à bouillir, en dégageant une quantité phénoménale de chaleur. J'ai vu comment on pourrait faire cuire un repas dans de telles fosses, même si je vous le déconseille vivement si vous tenez à vos casseroles et à votre santé. Pourquoi avons-nous besoin de tant de chaux, me demanderez-vous ? Eh bien, je vais vous le dire. Sans elle, aucune structure métallique moderne n'existerait. En métallurgie, le calcaire est utilisé comme fondant. Il attire à lui toutes les impuretés indésirables du fer en fusion, les transformant en scories que l'on évacue ensuite tout simplement. Autrement dit, chaque rail, chaque automobile et chaque charpente de gratte-ciel ont été purifiés par cette pierre blanche. Mais ce n'est pas tout. Si nous nous tournons vers l'agriculture, nous constatons que la farine calcaire sauve les sols acides. On l'épand dans les champs pour que les plantes puissent mieux assimiler les nutriments. Il s'avère donc que la pierre extraite des carrières nous aide à cultiver le blé et le maïs. Penchons-nous maintenant sur l'industrie agroalimentaire, car c'est là que commence une véritable histoire de détective. Vous êtes-vous déjà demandé comment on rend le sucre si blanc et si pur ? Eh bien, c'est grâce au lait de chaux. Lorsqu'on transforme la betterave sucrière en jus, cela ressemble à un liquide marron et trouble que vous n'auriez certainement pas envie d'ajouter à votre café. Mais après purification à la chaux, toutes les impuretés se déposent et l'on obtient un sirop limpide et transparent. Alors, chaque fois que vous mettez une cuillère de sucre dans votre tasse, pensez à ces carrières blanches et à ces excavatrices géantes. Elles travaillent même pour votre dessert. Nous passons maintenant devant l'atelier où le calcaire est broyé jusqu'à obtenir une poudre fine. Cette poudre est ajoutée au papier pour le rendre dense et blanc. On l'ajoute aussi au plastique, à la peinture, au caoutchouc des pneus de votre voiture. C'est une charge universelle qui permet d'économiser des matières premières plus coûteuses, tout en améliorant les propriétés des produits. Le calcaire est partout. Vous êtes littéralement assis dessus, vous écrivez dessus, et vous regardez des murs peints grâce à lui. L'usine fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les hommes se relaient, les machines se ravitaillent, et le tapis roulant continue d'avancer, imperturbable, charriant sa cargaison de pierres. C'est comme un grand organisme mécanique qui ne dort jamais. Si le concasseur s'arrête, c'est toute la chaîne qui s'effondre en 1 heure, jusqu'à l'expédition du produit fini. L'aspect écologique mérite qu'on s'y attarde. L'extraction de la pierre, c'est toujours une intrusion dans la nature, mais les usines modernes s'efforcent de compenser. J'ai vu d'anciennes carrières transformées, une fois les travaux terminés, en magnifiques lacs ou en parcs. Les terrasses sont reboisées, et 10 ans plus tard, on peine à croire que des artificiers y ont un jour travaillé. C'est la pratique normale dans le monde civilisé. Prendre à la nature ce dont nous avons besoin, mais laisser derrière nous quelque chose de viable. Merci de m'avoir accompagné dans ces labyrinthes blancs. Nous avons encore devant nous bien des usines fascinantes, où le métal fond et où la pierre reprend vie. Construisez solidement, vivez intensément, et souvenez-vous que même les choses les plus simples sous nos pieds ont leur histoire extraordinaire qui mérite d'être racontée. Rendez-vous dans les prochains épisodes, où nous dénicherons à nouveau quelque chose d'immense, de retentissant et d'incroyablement captivant. À bientôt sur de nouveaux sites, où ensemble nous explorerons comment fonctionne ce monde dans ses plus grandes manifestations. Je me tiens dans ce dépôt américain de vieilles locomotives, où le temps semble s'être arrêté. Des géants rouillés des années 50 reposent sur les rails, tandis qu'autour résonnent les grues et flotte l'odeur du métal chaud. Ces machines de 200 tonnes chacune tractaient autrefois des trains à travers le continent, parcourant des milliers de kilomètres pour la Rhodie ou l'Union Pacifique. Aujourd'hui, on leur redonne vie, non pour le commerce, mais pour les musées et les trains touristiques. Le processus est long, mais précis,
et je viens de parcourir tous les ateliers, de la chaufferie à la cabine du mécanicien. Je vais vous raconter comment on procède. D'abord, le démontage complet. On détache la locomotive du tender. On la place sur une fosse, un puits de 3 mètres de profondeur. Une équipe de 20 ouvriers, armés de clés pneumatiques et de chalumeaux acétyléniques, démonte tout en une semaine. Les roues de 2 mètres de diamètre sont retirées par des grues d'une capacité de 200 tonnes. Le châssis en fonte de 50 cm d'épaisseur part au bain de sable pour être débarrassé de la rouille. La chaudière, cœur de la machine à vapeur, est découpée en sections, car son poids atteint 50 tonnes. Chaque boulon, chaque tuyau, sous la loupe, les fissures sont détectées par magnétoscopie, où le champ magnétique révèle les défauts en surface. La chaudière, l'étape la plus complexe. Ces sections sont recouvertes de sable pour égaliser les parois, soudées à l'argon avec des électrodes en titane, à une température de 400 degrés Celsius. Les tubes, en cuivre ou en acier, de 10 cm de diamètre, sont nettoyés du tartre par ultrasons, puis rechargés d'une nouvelle couche de bronze de 2 mm d'épaisseur. La pression interne est testée à 20 bars. La chaudière est immergée dans l'eau. On y injecte de la vapeur. Et si les soudures tiennent, c'est bon. Le soudage se fait en continu, avec contrôle radiographique. Chaque cordon de soudure, sur toute l'épaisseur de la paroi, doit être exempt de cavité. L'essieu moteur d'une locomotive, c'est une histoire à part, car de lui dépend toute la marche de la machine à 100 km/h avec un poids de 200 tonnes. Les moyeux en fonte, d'une épaisseur de 10 cm, sont d'abord nettoyés au jet de sable. L'abrasif, projeté sous 6 bars de pression, frappe le métal et retire rouille, crasse et vieille peinture en 1 heure. Le sable, du quartz, granulométrie 0,5 mm, n'éraille pas la surface, mais la polit jusqu'à l'éclat. Ensuite, les moyeux sont lavés à l'eau chaude à 80 degrés Celsius, puis séchés à l'air comprimé. Vient alors le tour. Une machine grande comme une pièce, où la pièce est fixée dans un mandrin et mise en rotation à 50 tours par minute. Des outils en acier rapide enlèvent 1 mm par passe, calibrant le diamètre intérieur à une précision de 0,01 mm. Les copeaux volent en ruban d'1 mètre de long. Le refroidissement se fait par émulsion d'huile et d'eau pour que le métal ne chauffe pas au-delà de 200 degrés. Toutes les 10 minutes, on arrête. On mesure au micromètre. Si l'alésage s'est élargi d'1 micron, c'est à refaire. Les essieux usés, 3 mètres de long, 20 cm de diamètre, sont rechargés par un acier spécial à 8% de chrome pour la dureté. L'appareil à arc électrique, sous un courant de 200 A, dépose une couche de 5 mm d'épaisseur qui fond à 1600 degrés Celsius. Le rechargement se fait en tournant, l'essieu serré dans l'étau, la couche s'égalise uniformément, sans bavure. Puis vient le recuit. Les essieux sont enfournés à 700 degrés Celsius pendant 8 heures, refroidis lentement dans la cendre, pour relâcher les tensions internes. Sinon, ça craque dès le premier kilomètre. Les nouveaux paliers, des douilles en bronze de 15 cm de diamètre, sont coulés au babite, un alliage d'étain et d'antimoine. Le métal en fusion à 250 degrés Celsius est versé dans le moule, où le bronze tient la forme et le babite comble les pores. On les refroidit dans l'huile à température ambiante pour éviter les fissures. Le roulement en ressort lisse, le frottement minimal. Vient enfin l'équilibrage des roues sur banc d'essai. La paire tourne jusqu'à 200 km/h. Les capteurs détectent les vibrations au gramme près. Si un côté pèse 5 grammes de plus, on fraise millimètre par millimètre, jusqu'à l'équilibre parfait. Sinon, la locomotive tremblera sur les rails comme de la gelée. Les roues terminées reçoivent un émail anti-corrosion, pèsent 2 tonnes chacune,
et sont prêtes à porter des milliers de tonnes de fret. La cabine du conducteur, un véritable musée sur rail, où chaque instrument raconte l'histoire de milliers de kilomètres. On démonte tout, vis par vis. Les manomètres au tube de cuivre de 5 mm sortent du tableau de bord. On dévisse les capots arrière, on nettoie les mécanismes de la poussière et de la rouille à la brosse imbibée d'essence. Les aiguilles, en laiton, 10 cm de long, sont retirées, polies, puis galvanisées dans un bain de rhodium d'un micron d'épaisseur sous 2 ampères. Le revêtement brille, ne ternit pas au fil des années, et l'aiguille glisse sans accroc de 0 à 20 bars. Les contrôleurs de traction, leviers équipés d'engrenages en fonte, sont démontés pièce par pièce, graissés à la pâte graphitée, leur course vérifiée. Chacun doit inverser la marche sous une pression de 5 tonnes sans jeu. Si l'engrenage présente 2 mm d'usure, on le remplace par un neuf, forgé à 1200 degrés Celsius. L'éclairage de cabine, ampoule de 20 watts, verre de 3 mm d'épaisseur, est essuyé. La tension contrôlée à 220 volts. Pour les locomotives diesel ou hybrides, les bougies d'allumage, isolants en porcelaine dotés d'électrodes en iridium, passent au banc d'essai. L'arbre tourne à 1000 tours par minute, l'étincelle claque à 30 000 volts et au moindre défaut, on les jette. Les pompes d'injection, à piston, cylindre de 20 cm, sont révisées. Les pistons rectifiés au centième de millimètre. Le débit testé, 100 litres par heure sous 10 bars de pression, sans fuite. Si la pompe fait des siennes, on change la soupape. En marche, c'est l'arrêt d'urgence assuré. L'électricité, un vieux réseau de fils de cuivre de 2 mm² de section, long de plusieurs kilomètres dans les cabines. On démonte les câbles, on les lave au solvant, on nettoie les contacts au papier de verre grain 200, on relie à la masse avec une barre de cuivre neuve de 5 mm d'épaisseur. L'isolation est refaite avec un vernis neuf. 2 couches, séchage au four à 120 degrés Celsius pour résister à l'humidité et aux vibrations. Les relais et disjoncteurs, mécaniques, à contacts argentés, sont nettoyés à l'alcool, testés sur 100 000 cycles de commutation. Quand tout est prêt, on remonte la cabine dans l'ordre inverse. Instruments dans le tableau de bord, câbles dans les goulottes, portières sur leurs gonds graissés. Le montage commence par le bas. On pose le châssis sur le marbre, on insère les essieux, on monte la chaudière à l'hydraulique avec une précision millimétrique. Le tender, réservoir de 20 tonnes d'eau et 10 tonnes de charbon, est rendu étanche avec de l'étoupe et du goudron. L'épreuve finale se déroule au dépôt. La locomotive tracte des wagons de 200 tonnes à 60 km/h, on monte la vapeur à 5 bars, on vérifie l'étanchéité. Si tout tient, on la peint en noir classique avec des roules à rouge, on inscrit le numéro en lettres d'or. Me voilà là, j'entends le sifflet. Le géant ressuscité est prêt à promener les touristes à travers les Rocheuses. Chaque restauration de ce type coûte des millions, dure 2 ans, mais remet l'histoire sur les rails. Ces bêtes du XXe siècle ont encore de beaux jours devant elles. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous savez combien j'adore fourrer mon nez là où le commun des mortels n'a pas accès, même en y mettant le prix. Aujourd'hui, je me retrouve dans un endroit où l'air est si saturé de vapeur et d'une odeur si particulière de métal incandescent qu'on pourrait presque le couper au couteau. Nous voilà dans l'une des plus grandes usines au monde de fabrication de disques de frein. Ce site s'étend sur une superficie équivalent à environ 500 terrains de football. Impossible de s'y balader pour le plaisir. Alors, nous nous déplaçons d'atelier en atelier, à bord de petites voiturettes électriques, histoire de gagner du temps et d'économiser nos semelles
avant même que le tournage ne commence. Tout commence par ce que la plupart qualifieraient simplement de tas de ferraille. C'est assez ironique. Ce qui arrêtera plus tard votre voiture à 120 km/h ressemble pour l'instant à un énorme amas de débris rouillés. De vieux radiateurs en fonte, des fragments de carrosserie, des poutrelles tordues et autres rebuts métalliques. Mais pour cette usine, c'est un véritable trésor. Un électroaimant géant suspendu à une grue saisit d'un coup plusieurs tonnes de ce fer et le projette dans la gueule d'un immense four à induction dans un fracas assourdissant. Le spectacle devient franchement inquiétant si l'on se tient trop près. Le four émet un grondement si grave que ce son ne se perçoit pas tant par les oreilles que quelque part au fond de la poitrine, comme si votre cœur tentait de s'accorder à ce lourd rythme industriel. La température à l'intérieur du four s'élève jusqu'à 1500 degrés Celsius. À une telle chaleur infernale, même l'acier le plus résistant se transforme en substance liquide, qui ressemble davantage à une soupe brûlante et dangereuse qu'à quelque chose de solide et de fiable. Lorsque le four s'incline pour déverser ce métal en fusion, tout autour s'illumine d'une lumière orange vif qui donne envie de fermer les yeux. Ici, nulle beauté artificielle, seulement une physique implacable et une quantité incroyable de chaleur. Chaque lot de métal fait l'objet d'une analyse instantanée. Des laborantins en tenue spéciale prélèvent un petit échantillon, le refroidissent et déterminent en quelques secondes sa composition chimique. Si la teneur en carbone ou en silicium s'écarte de la norme, ne serait-ce que d'1%, l'ensemble de ce lot colossal repart sans pitié à la refonte. Ici, on ne pardonne aucune erreur, car le prix d'un tel écart pourrait s'avérer bien trop élevé pour le consommateur final. Ensuite, ce métal en fusion est coulé dans des moules. On utilise ici une technologie fascinante de moulage au sable. On pourrait croire que le sable est un matériau peu fiable, mais ici, il est mélangé à des résines de spécial et, sous une pression considérable, devient dur comme du béton. Le métal vient remplir les cavités à l'intérieur de ce moule de sable, et c'est à cet instant précis que naît l'ébauche brute du futur disque. Elle ne ressemble pas encore du tout à cette pièce rutilante que nous avons l'habitude de voir dans les magasins de pièces automobiles. C'est plutôt un grand biscuit noir, lourd et très sale. Après la coulée, les disques doivent refroidir naturellement. Ce processus prend du temps, parfois plusieurs heures. C'est absolument crucial. Si l'on tentait de les refroidir plus rapidement, par exemple en les aspergeant d'eau, le métal deviendrait trop fragile. Un tel disque pourrait tout simplement voler en éclats au premier coup de frein un peu appuyé, quelque part sur la route, sous la pluie. Lorsque les ébauches deviennent simplement tièdes et non plus chauffées au rouge, elles sont envoyées à l'atelier d'usinage. C'est là que commence le territoire des robots. Ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans pause déjeuner, ni plainte sur leur sort difficile. Chaque disque tombe entre les griffes d'un manipulateur, qui l'installe dans une machine à commande numérique. Des outils de coupe spéciaux enlèvent la couche de métal superflue aussi facilement que s'il ne s'agissait pas de fonte dure, mais d'un morceau de beurre froid. À ce stade, règne une précision fanatique. Un écart de 0,8 mm est considéré comme un défaut irrémédiable. Un tel disque n'arrivera jamais à l'entrepôt, car il provoquerait des vibrations qui, en quelques mois, détruiraient tout simplement la suspension du véhicule et obligeraient le conducteur à dépenser une fortune en réparation. C'est absolument fascinant de voir comment, à partir d'une forme brute et informe, émerge progressivement une surface parfaitement lisse, presque miroitante.
Ensuite, on perce dans les disques des orifices de ventilation et des canaux internes. Ce n'est pas pour le style visuel, comme le pensent certains adolescents. C'est un système de refroidissement absolument vital. Lors d'un freinage intensif, le disque peut atteindre 700 degrés Celsius. Si cette chaleur n'est pas évacuée à temps, le métal commence à perdre ses propriétés de friction et les freins vous lâchent au pire moment possible. Ces petits trous et ces canaux sont donc le fruit de longs calculs d'ingénieurs et non une simple décision esthétique. Une fois tous les copeaux superflus retirés, chaque disque est soumis à un équilibrage dynamique. Le principe ressemble à ce que l'on fait pour vos roues chez le garagiste, mais la précision est ici des dizaines de fois supérieure. Un dispositif spécial lance le disque à très haute vitesse et détecte le moindre déséquilibre de masse. Si un côté s'avère plus lourd, ne serait-ce que de 3 ou 4 grammes, la machine perce automatiquement un minuscule trou, presque invisible, à l'endroit voulu sur la tranche, afin d'égaliser le poids. Le disque est désormais parfaitement équilibré et prêt à tourner à n'importe quel régime, sans le moindre bruit parasite ni vibration. J'ai voulu demander au directeur technique combien de disques de ce type il fabriquait en une journée de travail complète. Il s'est contenté de sourire avec lassitude, en me disant qu'ils avaient cessé depuis longtemps de les compter à l'unité. Désormais, la comptabilité se fait en milliers de tonnes de produits finis par mois. Pensez-y un instant. Cette entreprise fournit des pièces à près de la moitié de l'ensemble du marché automobile européen. Cela signifie qu'une voiture sur 2 que vous croisez dans les rues de votre ville freine très probablement grâce à ces disques métalliques fabriqués ici même, dans cet atelier bruyant et brûlant. Avant l'emballage, les disques subissent une procédure d'application de revêtement protecteur. Ils sont soit peints avec une peinture spéciale résistante à la chaleur, soit recouverts d'une fine couche anti-corrosion à base de zinc. Cette opération permet d'éviter qu'ils ne se transforment en blocs de métal rouillé durant le long stockage en entrepôt ou le transport dans un conteneur maritime à travers l'océan. Bien sûr, après les premiers kilomètres de conduite, cette peinture disparaît complètement de la surface de freinage sous l'effet du frottement colossal des plaquettes. Mais les bords et les parties intérieures restent protégés du sel et des saletés présentes sur les routes. La dernière étape, et sans doute la plus importante, c'est le contrôle qualité finale. Il ne s'agit pas simplement d'une inspection visuelle menée par un ouvrier fatigué en fin de poste. On utilise ici des scanners à ultrasons et des installations radiographiques modernes. Ils recherchent les défauts internes, comme les bulles d'air ou les micro-fissures, impossibles à voir même à la loupe. Même si le disque semble parfait en apparence, mais que la radiographie révèle une cavité de 2 mm quelque part dans la profondeur du métal, il est immédiatement envoyé au broyeur. Ici, personne ne lésine sur la sécurité, car tout le monde comprend parfaitement que de cette pièce dépend directement la vie du conducteur et des passagers. Abonnez-vous et bientôt nous repartirons ensemble pour un nouveau voyage passionnant. Chaque année, le monde produit plus d'1 milliard 800 millions de tonnes d'acier. Pourtant, seule une infime partie de ce métal devient l'ossature de bâtiments capables de défier les tremblements de terre. À Monterrey, au cœur sismique du Mexique, s'élève un géant de 305 mètres, les Torres Obispado. Et leur acier n'est pas seulement mis à l'épreuve par le poids de centaines de milliers de tonnes, mais aussi par la nature elle-même. Comment ce métal résiste-t-il aux secousses telluriques ? Quelle technologie permet au gratte-ciel de ne pas plier ? Restez avec nous. Vous découvrirez le secret d'un acier que le monde cherche à copier, sans jamais y parvenir. L'acier est produit à Monterrey depuis le 19e siècle.
Ternium est né de la légendaire ILSA, entreprise qui, dès 1957, breveta une méthode révolutionnaire de production de fer par réduction directe, le procédé HIRL. Le monde entier copia ensuite cette technologie. Aujourd'hui, Ternium produit plus de 14 millions de tonnes d'acier par an et approvisionne tout le continent américain. Lorsque les promoteurs ont imaginé construire le plus haut bâtiment d'Amérique latine, le choix du fournisseur d'acier ne s'est même pas posé. L'acier serait local, de Monterrey. Moins de logistique, moins de risques, contrôle qualité totale. Mais voilà le problème. Monterrey se trouve dans une zone sismiquement active. Le Mexique est un pays de tremblements de terre. Quand vous construisez à 305 mètres de hauteur, chaque secousse souterraine se transforme en mouvement de balancier au niveau des étages supérieurs. La physique est implacable. Plus l'édifice est haut, plus il oscille fortement sous l'effet de ces mêmes secousses. Pour Torres Obispado, les ingénieurs ont conçu un système structurel hybride. Un noyau en béton armé au centre assure la rigidité. Autour, un cadre périphérique à portique en acier, fait de colonnes et de poutres. Deux systèmes qui se complètent. Tandis que le noyau maintient la forme, le squelette d'acier extérieur absorbe et répartit l'énergie sismique sur toute la hauteur du bâtiment. Aux étages techniques, des amortisseurs visqueux supplémentaires, des absorbeurs hydrauliques, dissipent les oscillations dues au vent et aux secousses. Pour que tout cela fonctionne, il faut un acier de classe de résistance particulière. Et c'est là que Ternium entre en scène. Je pénètre dans l'atelier et la première chose que je ressens, c'est la chaleur. Même à 20 mètres des fours, la température se fait sentir sur la peau. Les fours à arc électrique de Ternium fondent ferraille et fer de réduction directe à plus de 1500 degrés Celsius. Ce n'est pas qu'une simple fusion, c'est de la chimie. L'ajout précis de manganèse, de vanadium, de molybdène dans des proportions déterminées confère à l'acier les propriétés requises. Pour les structures parasismiques, il ne suffit pas d'avoir de l'acier résistant. Il faut de l'acier résistant et ductile. La différence est capitale. L'acier fragile supporte la charge, mais dès qu'on dépasse la limite, il casse brutalement. L'acier ductile, sous la même charge, commence à se déformer en absorbant l'énergie, signalant le danger bien avant la rupture. C'est précisément cette propriété qui permet au bâtiment de survivre aux tremblements de terre sans s'effondrer. Après la fusion, le métal passe par une coulée continue. L'acier liquide se transforme en une brame compacte d'environ 220 mm d'épaisseur. Cette brame part au laminage à chaud. Je regarde le métal chauffé à blanc traverser les cylindres du laminoir, et à chaque passage, il devient plus fin, plus long, mais plus dense. La structure cristalline s'aligne dans le sens du laminage, créant cette fameuse fibrosité qui rend le métal forgé et laminé fondamentalement supérieur au métal coulé. Pour la Torres Obispado, on a fabriqué des poutres massives à larges ailes de classe de résistance à 572 grades 50 et supérieur. Un acier dont la limite d'élasticité atteint 345 mégapascales. Pour vous donner une idée, chaque centimètre carré de section de cette poutre supporte plus de 35 tonnes avant de commencer à se déformer. Les éléments les plus impressionnants de l'ossature sont les méga-colonnes de la base et des étages inférieurs. Ces structures portent toute la charge verticale du bâtiment, des centaines de milliers de tonnes. Leurs sections sont colossales. Certaines colonnes présentent une épaisseur de paroi supérieure à 50 mm. C'est un véritable mur d'acier monolithique, soudé en profilé fermé. Le soudage de telles sections relève d'un art à part entière. Au-delà de 40 mm d'épaisseur, un soudage classique génère des contraintes thermiques susceptibles de créer des micro-fissures. Ternium a mis en œuvre des procédures de soudage spéciales avec préchauffage, contrôle de la température entre les passes et refroidissement progressif.
Chaque soudure était ensuite contrôlée par ultrasons. La moindre porosité ou fissure de plus de 3 mm entraînait une reprise. Vient maintenant le plus intéressant. Comment acheminer tout cela sur le chantier? Certaines poutres mesuraient 15 à 12 mètres de long et pesaient 30 à 40 tonnes. Il fallait les transporter à travers le centre de Monterrey, une ville aux rues étroites héritée de l'époque coloniale. Pour le transport, on utilisait des plateformes surbaissées à direction multi-essieux. Ces remorques comptent de 12 à 24 roues, chaque essieu pivotant indépendamment, ce qui permet de négocier des virages impossibles pour un semi-remorque classique. Les convois circulaient exclusivement de nuit, entre 2 et 5 heures du matin. Une escorte policière bloquait les rues. Un ingénieur logisticien muni d'une tablette marchait en tête et vérifiait la hauteur de chaque passage supérieur. Certains itinéraires devaient être modifiés au dernier moment, à cause d'arbres, de lampadaires ou de caténaires oubliés dans les calculs. Un jour, une plateforme transportant une poutre de 14 mètres de long s'est retrouvée coincée dans un virage. La rue s'avérait 3 mètres trop courte pour le rayon de braquage calculé. La solution a nécessité 2 heures. On a démonté les barrières du trottoir, roulé sur le rebord et mètre après mètre, avec des ajustements millimétriques de chaque essieu, on a fait passer la poutre à travers l'angle. Une dizaine de chaînes locales se sont déplacées pour le journal du matin. Pour que je passe aussi à la télévision, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Quand on regarde les Torres Obispado d'en bas, on voit ce que j'appellerais une forêt d'acier. Colonnes verticales, poutres horizontales, contreventements diagonaux, tout cela se fond en une grille métallique rythmée qui se dissout verticalement dans le ciel. Aux étages inférieurs, les colonnes sont les plus massives. C'est là que la charge est maximale. Plus haut, elles s'affinent. Les parois s'amincissent. Les sections se réduisent. Le bâtiment semble s'alléger à mesure qu'il s'élève. Le montage était assuré par une grue spécialisée dotée d'une flèche de 70 mètres de portée. Chaque poutre était tissée selon des calculs d'angle précis. Une verticale faussée au niveau du premier étage aurait entraîné des décalages de plusieurs centimètres au 20e. Les monteurs vérifiaient constamment les positions à l'aide de stations totales, des théodolites électroniques équipés de télémètres laser. La Torres Obispado n'est pas qu'un simple record de hauteur, c'est un symbole. Construite en acier de Monterrey, conçue par les architectes locaux de Posas Arquitectos, elle a donné à la ville une nouvelle identité. Monterrey, capitale industrielle du Mexique, possède désormais le plus haut gratte-ciel du continent.